autant de personnes qui sont présentes, ça fait vraiment chaud au cœur. Je vais vous présenter brièvement notre conférencier d'aujourd'hui, bien que je crois que la plupart d'entre vous le connaissiez assez en général. C'est un homme qui a une formation en physique ainsi qu'en microbiologie et infectiologie. Dans ses applications, il a milité beaucoup pour une plus grande démocratie en Iran, notamment à travers la cofondation du Centre culturel et communautaire des Iraniens. Il a fait beaucoup aussi de coopération internationale, notamment à travers l'organisme SUCO. Et il est actuellement membre aussi de la Commission des médecins pour la justice sociale, donc je vise à combattre la privatisation du système de santé. Donc, sans plus attendre, c'est avec un immense plaisir que je vous présente un médecin de notre démocratie, mesdames et messieurs, le premier député de Québec solidaire à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous m'entendez bien jusqu'au fond? Oui. Je suis vraiment désolé parce qu'il semble qu'il manquait de place. Il y a de la place ici pour s'asseoir. On est entre nous quand même. Alors, merci beaucoup de m'accueillir. C'est très gentil de votre part. C'est très patient d'accorder 1 heure de votre temps. Je sais qu'on est dans un monde où la compétitivité est reine. Et même les étudiants sont soumis à un rythme effréné de cours et d'engagement de multiples sortes, en autant que ce soit pour former des citoyennes, des citoyens, des acteurs de changement, tant mieux. Je suis sûr qu'on est capable tous d'en prendre un peu. En même temps, l'interrogation qui nous est faite aujourd'hui devant la double crise écologique et économique, qui en contient en fait une autre plus fondamentale, parce que, dans le fond, dans une perspective humaniste, qu'une autre planète dans le cosmos disparaisse ou, disons, à cause de phénomènes géologiques, ne puisse plus continuer comme avant, ou que l'économie s'écroule, ou au contraire se gonfle comme les multiples bulles boursières ou économiques, si ça n'a pas d'impact sur la société, ou si l'impact sur la société, sur la civilisation humaine est négative, qu'est-ce qu'on en a à foutre finalement? Je le dis carrément. En fait, le drame de notre civilisation, c'est que 3 siècles, 4 siècles maintenant, d'une civilisation axée sur l'idée que l'homme peut s'affranchir à la fois de la nature et de ses peurs de la nature, souvent représentées dans des modèles religieux traditionnels. Je ne me remets pas en doute la foi que peuvent avoir quelques-uns de mes interlocuteurs ici sur la création, sur les origines du monde, etc. Mais il n'en demeure pas moins que 4 siècles, avec l'avènement des sciences, avec le regard que nous ont emmené à porter sur le monde les philosophes de la lumière, qui souvent puisaient dans d'autres racines, dans d'autres traditions plus anciennes encore, nous avait permis de nous dire, bon, les humains sont finalement maîtres de leur destinée. Ils sont seuls à la fois dans le sens où il n'y a pas quelqu'un, une autorité au-dessus de leur tête, que ce soit le bon Dieu ou ses intermédiaires, c'est-à-dire l'Église, et en même temps, ils ne sont pas seuls dans le sens où la communauté humaine réalisait donc au tournant du 15e, 16e siècle de toutes les capacités techniques, le savoir nouveau, le savoir transmis par la presse qui avait été découverte, son regard différent sur le monde qui permettait de mieux saisir c'est quoi les forces en présence et comment il peut les dominer, nous avait emmené à l'idée que, dans le fond, les humains étaient maîtres de leur destin, qu'on pouvait, en fonction du bonheur et du bien commun de l'ensemble de l'humanité, mettre en marche un certain nombre de chantiers dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine du développement des techniques pour produire les biens qu'on a besoin pour se vêtir et tout ça, qu'on était donc capable, petit à petit, de prendre le dessus sur la nature, parce que c'était notre vision, et sur les forces de la nature et de la société qui nous gardaient dans un état de soumission au régnant, à l'Église, au bon Dieu ou à tous ces intermédiaires, pour finalement rencontrer les besoins des populations. Or, je
ne sais pas quelle est votre vision, mais à mon avis, c'est un échec lamentable de notre civilisation qu'en 2009, alors que l'ensemble de la population humaine sur la planète est capable de produire des richesses à un niveau jamais rencontré dans l'histoire de l'humanité, peut accumuler des biens matériels tellement qu'en fait on croule sous le poids des déchets et des résidus de cet effort de production et de croissance, on n'est pas capable de répondre aux besoins essentiels de 2/3, sinon des 3/4 de l'humanité. Il y a quelque chose de profondément troublant quand on y pense, parce que tout le monde sait, quand on fait le calcul des ressources énergétiques à notre disposition, des ressources alimentaires à notre disposition, des ressources en matière de savoir et de services, je pense à la santé, aux vaccins, aux médicaments à notre disposition, on est capable de donner un savoir à tout le monde, dans toutes les sociétés, donc de leur donner une éducation, on est capable de répondre à leurs besoins alimentaires, on est capable de les soigner, de leur donner des services de santé qui rencontrent l'essentiel de leurs besoins. Or, on ne le fait pas. Pour une seule raison, c'est qu'il y a un système qui s'appelle le capitalisme qui nous en empêche. Un système d'accumulation, non seulement qui empêche donc de rencontrer ces besoins humains, encore si ça ne détruisait pas notre environnement, ça ne mettait pas notre existence même, notre pérennité comme organisme vivant en péril, on pourrait se consoler, on pourrait dire qu'on peut s'y reprendre, ça va durer un certain temps, on a peut-être 100 ans, 200 ans, 300 ans devant nous pour se reprendre, mais ce n'est même plus le cas. Maintenant, l'information dont on dispose sur le plan écologique vient nous apprendre que dans le fond, s'il y a un changement à faire, s'il y a un virage à prendre, c'est urgent. Parce que les changements, les perturbations qui ont entraîné notre activité, ce système-là, dans le bilan écologique de la Terre, finalement ne nous donne pas grand temps pour remettre en question le système actuel, pour apporter les correctifs. Or, bon, heureusement, quelques peuples bougent, quelques nations ont à leur tête des dirigeants qui sont un tant soit peu à l'écoute, qui prennent des décisions, qui sont source de beaucoup de fierté, malgré toutes les critiques que mes amis de gauche au Québec et dans le monde entretiennent vis-à-vis Obama, malgré toutes les appréhensions qu'on avait sur sa marge de manœuvre réelle, à prendre des mesures là qui soient en rupture avec le passé. On sait aujourd'hui qu'une série d'orientations qui viennent prendre sont clairement plus énergiques qu'on aurait pu le penser. Hein? Moi, je me méfiais comme tout le monde. Évidemment, j'étais très optimiste, je ne voulais pas le reconnaître, mais on savait que dans le contexte nord-américain, dans le contexte des États-Unis, ça serait difficile. Mais il l'a fait. Sous pression populaire ou à partir de ses propres préoccupations, il prend même la peine d'envoyer des signaux très clairs aux dirigeants des entreprises, aux milieux financiers, que dorénavant, ils doivent se soumettre à un certain nombre de règles. Même un Sarkozy se pose des questions sur le capitalisme, il se gratte la tête, comment s'en sortir ou le réguler. Mais au Canada, et c'est ça qui c'est vraiment désolant pour nous, et je me demande pourquoi, parce qu'on est quand même une société, à mon avis, socialement plus avancée, par exemple, que les États-Unis. Ni au Canada, ni au Québec, on n'entend aucun des décideurs publics faire ces remises en question. Sauf peut-être, oui, en parole, au discours d'ouverture, le 11 mars, hein, c'est le 10 mars, quand M. Charest a prononcé son discours d'ouverture. En fait, je croyais entendre Che Guevara lui-même. Il a dit, je vous le cite, « La crise écologique et la crise économique sont liées dans leurs causes et dans leurs conséquences et vont nous entraîner dans une véritable révolution, le gros mot, révolution de développement durable. » Honnêtement, Che Guevara n'aurait sans doute pas souhaité mieux, ou presque.